Eh bien, le traité transatlantique, c'est d'abord un projet. Ce n'est pas encore une réalité. Il ne faut pas s'effrayer. C'est dangereux, mais on peut empêcher le danger. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la volonté des 28 gouvernements de l'Union européenne, donc aussi le gouvernement français, de négocier avec le gouvernement des États-Unis ce qu'on appelle un accord de libre-échange. Mais on va voir qu'on est bien au-delà du libre-échange. Officiellement, ça s'appelle Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ce ne sont pas les 28 gouvernements qui négocient directement avec le gouvernement américain. Ils ont confié cela à la Commission européenne. Ils l'ont confié le 14 juin de l'an passé, en acceptant un document qui est un mandat de négociation. Donc, si on veut, c'est la feuille de route pour la Commission européenne négocier avec les États-Unis. Et c'est parce que nous connaissons, grâce à des fuites, ce qu'il y a dans ce document qu'on peut exprimer une grande inquiétude et même une opposition radicale, parce qu'on a l'habitude, quand on parle de libre-échange, de penser que c'est faciliter le commerce, donc c'est diminuer ou supprimer les droits de douane, simplifier les formalités administratives aux douanes. On est bien au-delà de ça. On est bien au-delà de ça, et en fait, le mandat européen, donc ce que souhaitent dans cette négociation avec les États-Unis nos 28 gouvernements, vise 5 objectifs. Le premier objectif, c'est appliquer complètement les accords de l'Organisation mondiale du commerce et les principes et les obligations de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, il faut peut-être dire un petit mot de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, parce qu'on en parle trop peu. C'est aujourd'hui une institution extrêmement puissante qui essaye d'obtenir, à travers des négociations, qu'on élimine tous les obstacles à la concurrence. Et c'est là qu'on voit que les obstacles à la concurrence, au nom du libre-échange, c'est bien plus que des droits de douane ou des formalités douanières, c'est aussi ce qu'ils appellent dans le jargon des barrières non tarifaires. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ce qu'on trouve dans la constitution d'un pays, dans ses lois, dans ses règlements, qui fait normes. Normes sociales, toute la législation sociale, les conditions de travail, la durée du temps de travail, les conditions de sécurité et d'hygiène, les salaires différés, ça ce sont des normes qui sont considérées comme des obstacles à la concurrence, des obstacles au libre-échange. Il y a d'autres normes. Il y a les normes en matière de santé publique. Il y a les normes en matière alimentaire. Nous n'aimons pas le bœuf traité aux hormones de croissance. Nous n'aimons pas les produits qui ont fait l'objet d'opérations de modification génétique. Nous n'aimons pas le poulet chloré. Et nous n'aimons pas non plus le porc élevé à la ractopamine. Et nous avons donc des décisions en matière de santé publique qui nous protègent contre ces pratiques qui sont souvent source de cancer. Il y a aussi des normes environnementales. Par exemple, on peut dire à une entreprise qui vient investir, d'accord, mais vos eaux usées, vous ne pouvez pas les rejeter dans la rivière qui passe à côté. Ben, ça, c'est une norme environnementale, mais elle est considérée dans l'optique de l'Organisation mondiale du commerce comme un obstacle à l'investissement. Et on a aussi des normes techniques. En France, nous en avons beaucoup. On en a pour fabriquer une caméra, pour fabriquer un ordinateur, un moulin à café, une machine à laver, une automobile, un produit alimentaire ou un produit pharmaceutique, par exemple. Tout ça, on a des normes techniques et c'est fait aussi pour assurer la sécurité des utilisateurs ou leur santé. C'est quand même mieux d'avoir des normes techniques qui garantissent que quand on tourne le contact d'une voiture, elle ne s'enflamme pas, comme ça vient d'arriver il y a quelques mois aux États-Unis. Quel est l'objectif des accords de l'OMC? Faire en sorte que toutes ces normes ne constituent plus des obstacles à la concurrence. On a une expression qu'on connaît bien en France depuis le débat sur le traité constitutionnel européen, la concurrence libre et non faussée. Eh bien, les accords de l'OMC considèrent qu'un grand nombre de normes sociales, sanitaires, environnementales ou techniques faussent la concurrence.
Le deuxième objectif de ce projet en négociation, c'est, comme on le dit dans le texte, rendre les normes en vigueur dans chacun de nos États et celles en vigueur aux États-Unis compatibles. Donc, arriver à avoir la même règle en matière sociale, la même règle en matière de santé publique, la même règle en matière d'environnement, la même règle en matière technique. Quel sera le standard alors là? Bien, en fait, il y a une règle dans le fonctionnement des institutions européennes, c'est la Commission qui prépare les décisions sont prises par le Conseil des ministres, c'est-à-dire les 28 gouvernements, et c'est la Commission qui exécute les décisions qu'elle a préparées. Donc, on a posé des questions à la Commission européenne, comment avez-vous préparé la négociation de ce grand marché transatlantique? Et la Commission européenne a répondu qu'entre janvier 2012 et avril 2013, elle avait tenu 130 réunions, mais que sur les 130, 119 sont avec les milieux, les lobbies du monde des affaires et de la finance, et seulement 11 avec les organisations syndicales, les organisations de défense des consommateurs et les organisations de défense de protection de l'environnement. Donc on voit le déséquilibre. Et d'ailleurs, en fait, le mandat de négociation européen répond aux attentes des grandes organisations patronales européennes et des multinationales européennes qui, elles, ont déjà toutes, je pense par exemple pour la France, les entreprises du CAC 40, qui ont déjà tout un siège aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qu'elles veulent, ces entreprises? Mais qu'il y ait le moins de règles possible. Faire un marché unique Europe-États-Unis qui aura les mêmes règles, mais les plus faibles possibles. Or, on le sait bien, les règles en matière sociale, en matière environnementale, en matière de santé publique, aux États-Unis sont beaucoup plus faibles, beaucoup moins protectrices que dans nos pays européens. Donc ça, c'est le deuxième objectif de la négociation. Le troisième, c'est effrayant, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, tellement c'est énorme, eh bien, on va remplacer, c'est-à-dire on va enlever aux tribunaux, à nos juridictions officielles, le pouvoir de trancher un conflit entre une firme privée et un pouvoir public. J'explique. Et on peut bien le comprendre, c'est plus facile de l'expliquer en France qu'à l'étranger, parce que nous avons un épisode, c'est l'histoire de M. Tapie et de l'arbitrage qui a été voulu par Mme Lagarde, ministre de l'économie et des finances, pour régler un conflit entre une personne privée, une firme privée, Monsieur Tapie, et les pouvoirs publics. Et donc, l'idée, ça s'appelle mécanisme de règlement des différends. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un tribunal. Parce qu'un tribunal, c'est une institution permanente. Or, les groupes d'arbitrage, on les crée au cas par cas selon les opportunités. Un tribunal, c'est une institution qui est composée de magistrats qui ont été formés pour ça, qui sont encadrés par des lois. Un groupe d'arbitrage, c'est composé de personnes privées qui sont choisies par les parties. Souvent des avocats d'affaires, mais ce sont des personnes privées. Un tribunal, quand il fonctionne en public. Un groupe d'arbitrage fonctionne à huis clos. Et enfin, un tribunal, quand il a rendu son jugement, eh bien, on peut aller en appel. Et même si on est devant la cour d'appel, on peut encore aller, si c'est possible, devant la cour de cassation. Devant un groupe d'arbitrage, eh bien, le groupe d'arbitrage, il prend sa décision à huis clos, elle est immédiatement exécutoire et on ne peut pas aller en appel. Vous êtes en train de dire que ça va toujours pencher en faveur des multinationales? Je suis en train de le dire oui, parce que nous avons un exemple concret. Il y a 20 ans, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé un traité qui est le même que celui qui se négocie aujourd'hui entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Et il y a un mécanisme de règlement des différends. Or, qu'est-ce qu'on constate? Parce que comme ça a 20 ans, le 20e anniversaire, c'était au mois de janvier de cette année-ci. Et donc, du coup, au Canada, aux États-Unis et au Mexique, ils ont fait le bilan de 20 ans d'ALENA. Et on a des rapports d'instituts indépendants qui nous disent un certain nombre de choses, qui sont d'ailleurs effrayantes et qui devraient nous inciter à ne pas faire cet accord avec les États-Unis,
Mais normalement, notamment en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends, donc ce mécanisme d'arbitrage privé, eh bien, en 20 ans, à 30 reprises, des firmes américaines ont déposé plainte contre le Canada, contre l'État. À 30 reprises, elles ont gagné. C'est le Canada qui a perdu. En 20 ans, à 5 reprises, des firmes américaines ont déposé plainte contre le gouvernement mexicain. 5 fois, le gouvernement mexicain a perdu. Par contre, à 26 reprises, au cours des 20 années de l'ANENA, des firmes mexicaines et canadiennes ont déposé plainte contre les États-Unis, et 26 fois les États-Unis ont gagné. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant, dans les rapports qu'on peut lire sur 20 ans d'ALENA, et ça aussi, nos dirigeants devraient en tenir compte, eh bien, et ce sont surtout les Canadiens, les centres d'études canadiens qui le disent, ils constatent que les États-Unis ne respectent pas l'accord, que les États-Unis continuent à subventionner leurs géants industriels et leurs géants agricoles. Il y a même un rapport d'un institut universitaire canadien qui écrit, comme ça, noir sur blanc, la signature des États-Unis n'est pas digne de foi. Dans la vie quotidienne de tous les jours, concrètement. Eh bien, il est important de préciser que dans le mandat de négociation européen, il est dit que cet accord, s'il intervient, s'appliquera non seulement au niveau de l'État, donc de la République, mais au niveau des régions, des départements et des communes. Alors prenons un exemple au niveau communal. Il y a un article 24 dans le mandat de négociation qui concerne les marchés publics. Eh bien, il est dit expressément que ça s'appliquera au niveau local. Et il est dit qu'il faudra traiter les fournisseurs de services, par exemple, ou les entreprises américaines de la même manière qu'on traite les entreprises françaises. Il faudra exclure dans les appels d'offres des priorités à des fournisseurs locaux ou à des acteurs locaux. Allez, prenons un exemple concret, les cantines scolaires. Imaginons un appel d'offres lancé par la municipalité de Dunkerque pour les cantines scolaires, disant que, eh bien, ceux qui répondront devront s'installer sur le territoire de la commune et faire appel à des fournisseurs de la commune ou du département et de préférence bio. Ben voilà ce type d'exigence que déjà au niveau européen on essaye de freiner, ne sera plus possible du tout. Si dans un appel d'offres pour une autre activité, on dit que l'entreprise devra respecter une réglementation locale, ben, cette entreprise pourra attaquer cette réglementation locale si elle estime que ça lui cause préjudice, demander qu'on crée un groupe d'arbitrage pour faire disparaître la réglementation. Alors, la pratique de l'ALENA, c'est toujours un triple choix. C'est soit de payer des compensations à l'entreprise qui conteste, soit supprimer la règle contestée, soit les deux. Ça, c'est ce qu'on nous apprend de l'expérience de 20 ans d'ALENA. Il y a une firme américaine, une firme chimique américaine qui a attaqué le gouvernement canadien, alors que celui-ci avait adopté une loi qui mettait en pratique une convention internationale sur des additifs qu'on peut mettre dans le mazout, le carburant donc, mais la législation canadienne interdisait un additif qui est très dangereux pour la santé, en vertu d'une convention internationale. Ben, la firme américaine a demandé la création d'un groupe d'arbitrage et le Canada a perdu. Alors, à l'écoute des conséquences qu'engendrerait en fait ce traité, quels sont les arguments, les raisons que l'Europe va imposer,
va proposer pour permettre d'accepter ce traité? Mais les arguments que la Commission européenne invoque et que les 28 gouvernements qui soutiennent cette négociation, il n'y a pas un gouvernement qui a refusé le début de la négociation. Or, il fallait l'unanimité pour y aller. Les arguments, c'est que ça va créer de la croissance et de l'emploi. C'est que si on réalise un marché unique, donc que si les 28 pays de l'Union européenne et les 50 États des États-Unis d'Amérique deviennent un marché unique, forcément, ça va créer de la croissance et de l'emploi. Je rappelle simplement qu'en 1986, quand Jacques Delors a fait adopter l'acte unique européen qui nous a fait passer en 1993 du marché commun au marché unique, c'était le même argumentaire. On allait avoir de la croissance et de l'emploi. On attend toujours. On attend toujours. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur des projections de ce que devrait rapporter le grand marché transatlantique en matière de croissance et en matière d'emploi. Alors, il y a aujourd'hui 5 études qui ont été faites par des instituts différents, dont un institut allemand que consulte régulièrement le gouvernement de Mme Merkel. Moi, ce que je peux dire sur l'ensemble de ces 5 études, il n'y en a pas une seule qui promet dans 13 ans, parce que ce sont des projections, les 5 études disent qu'il est impossible de donner des résultats à court terme. De toute façon, ça dépend du contexte économique au moment où ça va se mettre en place. Oui, mais enfin, l'idée, c'est que ça se met en place au début de 2016, puisque l'objectif de la négociation, c'est de terminer en 2015. Donc, impossible de voir des résultats à court terme. Donc, les résultats, c'est soit à 13 ans, soit à 15 ans. Mais même à 15 ans, il n'y a pas une étude qui garantit 1 million d'emplois créés, alors que nous avons 27 millions de chômeurs. Et il n'y a pas une étude qui garantit une augmentation de la croissance de 1%. Mais il paraît que ça engendrerait 500 € par habitant de l'Europe. C'est de la pure fiction. 0,4% du PIB. 0,4% du PIB, oui, dans 13 ans. Dans 13 ans. Et les 514 €, il n'y a personne qui a lu les rapports dont je parle, qui les a trouvés. C'est de la pure propagande de la Commission européenne à travers d'extrapolations qu'elle fait et dont on se demande d'où elles viennent. Alors, j'ai pas fini à expliquer les autres objectifs. Donc, on a appliqué complètement les règles de l'OMC, assimilé les normes en vigueur dans les États européens à celles en vigueur aux États-Unis, mettre en place un mécanisme d'arbitrage qui remplace la justice officielle. Le 4e objectif, c'est plus classique dans les accords de libre-échange, c'est supprimer les droits de douane. Mais ils sont déjà presque tous supprimés entre les États-Unis et l'Union européenne, sauf dans un domaine, l'agriculture. Nous avons encore des taux assez importants sur les produits agricoles venant des États-Unis à l'entrée en Europe. Et si on les abaisse, ça va être une catastrophe pour l'agriculture européenne. Des spécialistes de l'économie agricole, ce que je ne suis pas, mais j'ai lu leur rapport, disent que pour résister, d'abord cette décision va faire du marché européen le marché le plus ouvert au monde. Il n'y a aucun pays au monde qui n'est aussi ouvert sur le plan des droits de douane que ne le sera l'Union européenne si cet accord passe. Alors on me dira qu'il y a réciprocité, que ce sera le cas aussi pour les États-Unis, mais je viens de signaler que 20 ans d'ALENA nous montrent que les États-Unis, quand c'est leur intérêt, eux restent protectionnistes. Nous sommes avec des gouvernements et une Commission européenne qui est plus dogmatique sur le plan du libéralisme que les États-Unis. La question qui se pose alors, c'est comment notre agriculture, devant des tsunamis de soja et de blé américain génétiquement modifié, comment va-t-elle résister ? Et des spécialistes de l'économie agricole disent il n'y aura qu'une seule possibilité. Pour qu'elle reste compétitive, notre agriculture devra s'industrialiser davantage. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire la disparition des petites et moyennes exploitations, donc des centaines de milliers d'emplois. Et je signale qu'après 20 ans d'ALENA, le Mexique, qui il y a un peu plus de 20 ans était exportateur net de produits agricoles, est aujourd'hui importateur net et a perdu entre 3,5 millions et 5 millions d'emplois dans l'agriculture.
Donc, l'industrialisation de l'agriculture européenne, c'est une catastrophe sociale. Et pas seulement ça, parce que qui dit agriculture industrielle, dit agriculture intensive, c'est-à-dire plus d'intrants encore, plus d'engrais, plus de pesticides de toutes sortes, et donc une nocivité pour la santé publique. Et ce que beaucoup attendent aujourd'hui, la disparition d'avoir des circuits courts entre producteurs et consommateurs. Un grand spécialiste de l'économie agricole, le professeur Jacques Berthelot, qui enseigne à la fac de Toulouse, dit « si on fait ça, ça va être un séisme économique, social, écologique et politique ». Mais c'est le quatrième objectif. Et le cinquième, et je tiens à insister sur le cinquième, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques en France qui disent, d'hommes ou de femmes politiques, qui disent « oui, mais rassurez-vous, on a pris toutes les garanties pour qu'on ne touche pas à nos normes sociales, pour qu'on ne modifie pas nos choix de société fondamentaux, et de toute façon, nous allons être vigilants, et s'il le faut, nous allons amender le texte. » Seulement, il y a un article dans le mandat européen, donc dans ce que veulent nos 28 gouvernements, un article 43, qui crée quelque chose qui réduit à néant toute possibilité ou toute utilité d'amender le texte. L'article 43 crée une institution nouvelle qui va chapeauter États-Unis et Europe et qui va faire deux choses. Veiller au respect de l'accord, et à ce propos-là, Madame Clinton, qui peut-être deviendra présidente des États-Unis, dit ça, ce sera un OTAN économique. Donc nous savons déjà qui dirigera cette structure, ce sera les États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui dirigent l'OTAN. Mais la deuxième chose, c'est que cette structure continuera la négociation sur ce qui n'aura pas abouti. Et ça ne repassera plus devant les États. Donc, si on nous dit aujourd'hui, on a protégé les normes sociales, on les a enlevées de la négociation, eh bien, on crée une institution qui permettra de reprendre les normes sociales et, cette fois-là, de les imposer à tous les États de l'Union européenne sans qu'on puisse y toucher. Donc, ce qui me fait dire, moi, et je le dis aux femmes et aux hommes politiques qui nous racontent beaucoup de bobards sur la possibilité de rendre ce texte inoffensif, bien, ce texte, il n'est pas amendable et il faut le rejeter en bloc. Bon, face à une telle menace qui va bouleverser nos vies au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, il faut savoir que le mandat de négociation, c'est un document secret. Le voilà. C'est un document qui n'existe qu'en anglais, qui est barré trade sensitive, donc sensible sur le plan commercial, et restricted, donc circulation limitée. Donc nos gouvernements n'ont jamais voulu, le gouvernement français n'a jamais voulu rendre public la version française de ce document, pas plus que la Commission européenne. La première chose à faire, puisque ils veulent nous cacher ce qu'ils négocient, et ils veulent nous le cacher parce que dès qu'on connaît ce qu'il y a dedans, on ne peut qu'être opposé, eh bien, c'est de le rendre public. Donc, moi, j'ai fait ce travail, j'ai fait un petit bouquin tout simple. Il y a les 46 articles en français, avec chaque fois une explication et un commentaire critique pour voir, pour comprendre quelles sont les véritables intentions derrière les formulations. La première chose qu'il nous faut faire, c'est justement de partager l'information, partager le savoir. Ils ne sont forts que du silence qu'ils nous imposent. Donc, et merci d'y contribuer avec cette séquence. Il faut qu'un maximum de gens s'approprient ce texte, le lisent, le comprennent, en comprennent les dangers et se mobilisent. Chacune et chacun se souvient que c'est comme ça qu'on a fait avec le traité constitutionnel européen, qui comptait pourtant bien plus d'articles que les 46 du mandat européen de négociation pour le grand marché transatlantique. C'est s'approprier le texte, se rassembler, se mobiliser et être convaincu de sa nocivité. Pourquoi? Pour devenir convaincant. Parce que
parmi les choses que l'on peut faire, qui sont à notre portée, si nous ne voulons pas tomber dans cette servitude, mais il y a d'abord interpeller les élus locaux. Alors je sais qu'à Grande-Synthe, on a déjà voté une résolution contre cette négociation, mais il y a encore beaucoup de localités qui ne l'ont pas fait, et il faut aller les voir, et il faut leur expliquer que dans ce document, donc dans ce mandat de négociation, il y a 4 articles, l'article 4, l'article 23, l'article 24, l'article 27, qui disent que ça concerne les communes, que ça concerne les départements, que ça concerne les régions, et pas seulement les États. Donc, on est directement touché. Et il faut voter des résolutions qui rappellent cela, ce qui justifie la résolution. Il y a une négociation en cours qui concerne notre municipalité, et les objectifs de cette négociation vont à l'encontre de la loi sur les collectivités territoriales, et puis il faut demander au gouvernement de la France de se retirer de cette négociation, et déclarer symboliquement eh bien, que la commune est hors grand marché transatlantique, hors TAFTA, comme on dit, c'est un des sigles qu'on utilise pour parler de ce grand marché transatlantique. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Moi, quand j'étais sur le plateau des Glières, le 2 juin dernier, invité par le rassemblement des résistants d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, j'ai lancé un appel pour que 10 000 collectivités territoriales en France, et on en a 36 000, donc c'est un objectif qu'on peut atteindre si on travaille bien, demande au gouvernement français de se retirer de la négociation. En 1998, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, a retiré la France d'une négociation sur ce qui s'appelait l'accord multilatéral sur l'investissement. Mais il est dedans, il est dans ce projet, il est revenu dans ce projet. Si on a pu se retirer de la négociation en 1998, ce qui en a mis fin à la négociation, on peut encore le faire aujourd'hui si nous faisons pression. Et donc, il faut faire pression sur les élus locaux, mais il faut faire pression aussi sur les parlementaires, les députés nationaux et les députés européens. Pourquoi ? Parce que quand la négociation se terminera, si la France ne s'est pas retirée de la négociation, c'est-à-dire à peu près fin 2015, quand la négociation se terminera, il y aura 3 moments importants. Le premier, c'est que les négociateurs, c'est-à-dire la Commission européenne, vont revenir devant le Conseil des ministres européens, c'est-à-dire les 28 États, qui vont accepter ou pas le résultat de la négociation. S'ils ne l'acceptent pas parce qu'il y a eu énormément de pression dans tous les pays, ben c'est fini. S'ils l'acceptent, alors ils enverront le texte au Parlement européen, qui aura le pouvoir de l'accepter ou de le refuser. Si le Parlement européen le refuse, c'est fini. Parce qu'on n'est pas comme avec le traité constitutionnel européen entre nous, non, on est dans une négociation avec un autre État, les États-Unis d'Amérique. Donc on est dans la diplomatie internationale. Si une des parties dit non, c'est fini. Si le Parlement européen dit oui, alors il y a la 3e étape, c'est que les parlements nationaux vont être eux aussi devant l'obligation de ratifier, c'est-à-dire de dire oui ou de dire non. Et donc on a 3 possibilités, pression sur les gouvernements, pression sur les députés européens, pression sur les députés nationaux. Pour ça, il faut être déterminé, il faut se mobiliser. Il y a un collectif national qui s'est créé en France en octobre de l'an passé et qui génère partout des collectifs locaux ou des collectifs départementaux. Il y a un collectif ici à Grande-Synthe. Eh bien, c'est ce collectif qui organise des réunions et qui mobilise les gens. On a réussi sur un texte qui était bien plus compliqué en 2005 à mobiliser une majorité contre le traité constitutionnel européen. Bon, ce qui s'est passé par la suite, c'est autre chose. Mais en termes de mobilisation, on peut. Si on peut, on doit.